Lorsque la pensée devient visible, il est clair pour l'élève que l'école ne consiste pas à mémoriser des faits, mais à explorer des idées. Je trouve cette phrase très puissante. Cette idée de rendre visible ce qui se passe dans nos têtes quand nous apprenons. Pour aborder ce sujet, j'accueille Julie Higonnet, co-autrice d'un ouvrage 10 routines pour la classe. Comment favoriser l'engagement, la compréhension et l'autonomie de tous les élèves. Bonjour Julie. Bonjour Nathalie. À quel moment de votre trajectoire cette approche concernant les routines de pensée a fait irruption dans votre vie professionnelle? Alors, en 2017, j'ai eu la chance de faire un petit tour du côté de l'université de Harvard et d'intégrer un programme de formation qu'on appelle le projet Zéro. Et ce projet Zéro-là comprend un certain nombre de formations qui tendent à rendre ce qu'on appelle la pensée visible, dont les routines de pensée. Et ça a été le début, en fait, d'un trajet intéressant qu'en plus, on nous a demandé de faire collectivement puisqu'il était impossible de s'intéresser à cette formation et de s'y inscrire surtout si on était seul. C'est pour ça que je suis co-autrice et que j'ai eu la chance de l'écrire avec une autre personne qui s'appelle Catherine Boucher et qui faisait aussi partie de ce temps de formation-là. Et bien sûr, on mettra les liens, de cet ouvrage dont on va parler, avec lequel on va voyager tout au long de notre entretien, dans les liens de l'émission. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on définisse ces 2 termes, pensée, routine, avec lesquels, on va voyager pendant cet entretien. Alors, le mot penser, c'est une traduction littérale qu'on a fait et on va essayer pour que tout le monde peut-être se l'approprie et de manière plus simple, dire que derrière penser, ce sont des tâches cognitives très spécifiques qui vont avoir attrait à la catégorisation, qui vont avoir attrait au résumé, à l'analyse, au lien. Donc, ce sont des tâches qui sont identifiées et ces tâches-là, elles sont regroupées et on les utilise de manière systématique et routinière. En fait, d'où le nom routine. Donc, penser, les routines de pensée sont des stratégies, des tâches cognitives spécifiques qu'on va utiliser de manière systématique sur tous les apprentissages et toutes les matières à différents moments de la séquence. D'où vient ce courant, ce concept? Alors, ce concept, il n'est pas nouveau en fait et de 1967. Je remonte un peu la machine pour comprendre, ce et pourquoi on est arrivé là en 2017. En fait, en 1967, toujours à l'université d'Harvard, il y avait, une cellule, de recherche qui s'intéressait à une question, fondamentale, hein, qui occupe tout le monde aujourd'hui. Comment est-ce que l'on fait pour que les élèves qui sortent du système scolaire, continuent à être des individus apprenants et ne s'arrêtent jamais? Donc derrière cette question-là, plusieurs éléments ont été investis et il y avait des personnes très connues qui sont par exemple comme David Perkins ou Goldman, qui se sont intéressés d'abord à des éléments comme l'art, hein, en se disant tiens, si on met un peu plus d'art au centre des apprentissages, peut-être d'autres éléments vont se passer avec les élèves et ils en sortiront différents du système scolaire. Et puis finalement, petit à petit, se sont rendus compte que c'était peut-être pas l'art, c'était peut-être pas certains éléments trop spécifiques qui étaient à mettre en place. Les neurosciences sont arrivées et les sciences cognitives. Du coup, ils ont systématisé des démarches et ils les ont appelées routines de pensée. Quelle différence vous venez de parler de neurosciences, quelle différence vous faites entre cette approche des routines de pensée et de l'approche plutôt métacognitive dont on parle plus, en France? Alors, la métacognition est quelque chose de plus large. Et les routines de pensée font partie de la métacognition et on pourrait dire qu'elles sont au service de la métacognition. Les routines de pensée sont des stratégies qui sont
sont paramétrés et identifiés en fonction des moments de la séquence. C'est-à-dire qu'on va identifier des tâches cognitives spécifiques qu'on va utiliser pour introduire un sujet, pour explorer, pour analyser, pour synthétiser, pour résumer. Et en fait, ces tâches, on va les donner et les expliciter et demander aux élèves qu'ils les utilisent dans un ordre précis, avec un but précis. Donc, la métacognition est quelque chose large qui va demander aux élèves de revenir sur les processus et d'identifier des processus d'entrée dans les apprentissages. Les routines de pensée sont une partie sur lesquelles on va donner de manière très spécifique en fait ces tâches cognitives là. Donc c'est une petite partie au service de la métacognition. On parle de ces routines, vous en avez identifié 10 dans 4 grandes familles. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, alors ces routines de pensée, elles sont, on les a divisées en 4 grandes familles, mais elles sont issues de ce qu'on appelle la carte des apprentissages, en fait, de la carte de compréhension. La carte de compréhension, c'est ce qui nous amène à savoir qu'un concept est appris ou est compris par les apprenants. Donc je vais vous donner très rapidement en fait les éléments. Dans la carte de la compréhension, quand un sujet est compris, eh bien l'apprenant, l'élève, va être capable par exemple de faire des liens, va être capable de résumer, va être capable de poser des questions, va être capable d'appuyer son raisonnement sur des preuves. Donc la carte de la compréhension comporte 10 branches. Nous les avons en fait résumées de manière à synthétiser, puisque la carte de compréhension n'était pas un élément usuellement utilisé en France, en 4 grands domaines. Donc un premier domaine sur introduire et explorer des idées. C'est par là qu'en principe on commence une séquence. Donc là, ça va être plutôt des routines qui vont aider les élèves à faire le bilan de ce qui est su ou ce qui est supposé, et puis de rentrer dans une expérience d'apprentissage. Ensuite, on va avoir des routines pour investiguer, pour rechercher. On va ensuite avoir des routines pour envisager des controverses, des dilemmes, des perspectives, des différences. C'est des routines très importantes et notamment on va retrouver, j'en parle ici, des routines qu'on va appeler des routines d'empathie. Et puis, quand on finalise une séquence, on va avoir des routines qui vont plus avoir attrait à des éléments de synthèse ou d'organisation. Donc, ces 10 routines, il en existe bien plus. Hein. On en a pris 10 de manière à ne pas déborder, mais il en existe plus d'une centaine. D'accord. Ça veut dire que ces 10 routines-là, dans la préparation de vos cours, vous prenez ces 10 routines que vous installez explicitement dans chacune des phases de votre séance ou de votre séquence? Oui, c'est une possibilité, on peut le faire ainsi. Mais comme le mot routine implique, qu'il faille les reprendre, on va en utiliser, certaines à des moments, clés et on va peut-être pas en utiliser pour la totalité, en fait, de la séquence. En fonction de ce qu'on voit arriver, de ce qu'on voit venir, si on sent que pour le démarrage, il peut y avoir des difficultés et que les élèves ne sont pas tout à fait enclins à rentrer dans un sujet, oui, on peut commencer à utiliser une routine. Si on sait que le sujet ne va pas poser de soucis, c'est peut-être pas nécessaire. C'est pas des choses qui alourdissent du tout, puisque une routine, en fait, quelque chose que j'ai pas dit, c'est quelque chose qui va prendre moins de 5 minutes. C'est quelque chose qui est excessivement rapide à mettre en place, pas quelque chose qui s'étale dans le temps. Et plus on va les utiliser, plus la mise en place et le partage sera rapide. Est-ce que vous auriez un exemple? Parce que je vous écoute parler, effectivement, enfin, comment vous pourriez nous donner à voir ou à entendre ce qu'est une routine? Voilà, un début, une consigne, une fin.
quelque chose de très concret finalement. Alors, je vais commencer peut-être, par, vous donner, pour comprendre ce système de tâches cognitives et comprendre que c'est au service de la métacognition, du coup, je rembobine un peu la cassette et c'est peut-être à ce moment-là que j'aurais dû donner l'exemple, mais souvent à la fin d'une séquence, et je reviendrai avec une autre routine au début d'une séquence. Souvent à la fin d'une séquence ou à la fin d'une séance, on demande aux élèves ce qu'ils ont compris. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, de savoir, et répondre à cette question. Donc, à la place de cette question, il existe une routine, qui s'appelle la routine des 3 C: connexion, clarification, challenge. En fait, quand on doit répondre à la question: «Qu'est-ce que j'ai compris?», je dois faire 3 tâches. Je dois déjà commencer en tant qu'apprenant à me poser la question: «Ces nouveaux éléments que j'ai vus ou que j'ai commencé à appréhender aujourd'hui, où est-ce que je les ai posés dans mon cerveau? C'est-à-dire, je les ai mis en lien avec quoi? Donc le premier élément à faire, c'est des connexions avec ce que je sais déjà et qui sont propres à moi, qui ne sont pas propres à vous, qui ne sont pas propres à mon voisin. Deuxième élément, je dois être capable de dire, ben, voilà, il y a tous ces éléments qui sont maintenant plus clairs et sur lesquels, j'ai des éléments de réponse où je suis capable d'apporter une explication. Mais je dois aussi être en capacité, dernier élément, de dire: «Tous ces éléments-là restent des difficultés». Donc derrière cette question: «Est-ce que tu as compris?», «Qu'est-ce que tu as compris?», eh bien, on remplace et on utilise cette routine-là qui fait connexion, clarification et identification des challenges. Donc voilà, par exemple, une routine à la place de cette question qu'on a l'habitude de poser. Je vais vous donner une autre, routine, celle-ci, on va l'utiliser à la fin. Une autre routine qu'on va utiliser en début et en fin de session, elle fait le lien. C'est la routine du pont. Alors, c'est pour ça qu'on l'utilise au début et à la fin. Elle aide les élèves à comprendre d'où ils sont partis et où est-ce qu'ils sont arrivés. Ça, c'est incroyablement important au niveau des apprentissages. Plus important qu'une note, en fait. Donc, on va commencer la séquence. Avant que le sujet soit ouvert, on va leur demander 3, 2, 1 correspondent à... Voilà, on va travailler par exemple sur la pollinisation. Est-ce que tu peux me donner 3 mots que tu penses être en lien avec la pollinisation? Donc ça, c'est absolument génial au niveau de l'émergence des représentations initiales. Ces 3 mots. 2 questions. Tu as 2 questions là-dessus? Ben ouais, j'ai des questions. Moi, je me demande si en fait tous les insectes peuvent être pollinisateurs. Moi, je me demande en fait si en fait il y en a qu'à certains moments de l'année ou c'est tout le temps en fait. 2 questions qui sont celles des élèves. Là, on aide les élèves à se projeter dans les apprentissages avec les questions qui leur appartiennent et pas les questions de l'enseignant ou pas les questions du cours. Et puis, on leur demande, 3e élément, de faire une analogie. Alors, c'est un peu dur pour eux, analogie, on va leur dire, ben, c'est comme, ou ça me fait penser à, et toujours dans l'optique de commencer à poser les éléments qui vont arriver dans un endroit spécifique sur lesquels ils ont déjà eux-mêmes posé certaines choses. Ben, moi, la pollinisation, ça me fait penser au mot pollen ou abeille, ou moi, ça me fait penser, c'est comme... Voilà. Donc, on fait ça au début de la séquence, rien n'a été fait, pas d'introduction. Et ensuite, on arrive à la fin. Donc, la routine, elle a lieu sur un même environnement, la trace écrite. Donc, imaginez un papier qu'on a divisé en 2. On revient, les élèves notent 3 mots. Et évidemment, il va y avoir 3 mots d'expertise. 2 questions qui vont devenir des questions d'experts, à savoir, ben moi, je me pose des questions sur les modifications qui arrivent aujourd'hui sur la pollinisation dans certains pays, le manque d'abeilles et pareil, une analogie. On demande aux élèves, une fois que la tâche à l'identique a été faite à la fin, de faire le raccord entre les deux, et là, il se passe quelque chose de magique. Ils ont l'impression d'avoir grandi, et ils ont sous les yeux le chemin qu'ils ont effectué entre ce qu'ils étaient au début de la séquence et ce qu'ils sont. Le fait de reposer des questions les aide à
continuer à se projeter et à de ne surtout pas fermer le sujet. Passer de l'esprit naïf par rapport à un sujet à l'esprit expert, on va dire, qui a acquis une certaine expertise en lien avec le cours. Complètement. Et ils voient, ils se rappellent concrètement où ils étaient au début du cours. Alors il faut, dans les routines de pensée, ce qu'on appelle la documentation est quelque chose de très important. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette routine-là, on va le faire au même endroit, sur un même papier pour que l'élève puisse voir et mesurer ce qu'il a accompli comme chemin. Et ils sont toujours très contents parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont accompli beaucoup du chemin. La documentation, ça me fait penser sur un tout autre niveau, et là je vais aller par exemple dans une classe maternelle où on documente les réussites des élèves, et ils peuvent feuilleter le chemin qu'ils ont parcouru entre le moment où ils traçaient très difficilement un pont et que ensuite ils arrivent à en tracer sur toute une ligne qui se suivent. Voilà, mais ça me fait penser à ça parce que j'imagine finalement que c'est les mêmes gestes professionnels qui sont mis au service de l'apprentissage des élèves à ce moment-là. Euh, En parlant de gestes professionnels, euh, je pense que vous avez été très clair dans la présentation générale de ce qu'étaient les routines. Je redis ici que le lien vers le livre est disponible et sera disponible dans la description de l'entretien. Donc, les enseignants curieux et curieuses auront tout loisir d'aller découvrir ces routines. Pour passer à l'action et se lancer, est-ce que vous auriez un premier pas à conseiller? Avec quel type de posture il faut se lancer pour s'assurer la réussite de la mise en place de ces routines? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne recette, parce qu'on est tous différents, on a tous des classes différentes. Peut-être qu'un conseil que je peux donner, c'est de commencer petit et de se dire qu'on ne va pas commencer par 50 routines, on va commencer par une seule routine qu'on va peut-être déployer de manière systématique. Parce que l'objectif de ces routines, quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner, euh, c'est de systématiser ces démarches pour qu'elles soient complètement intégrées par les élèves de manière à ce que, et je reviens aux objectifs de 1967, au-delà même de l'école, ils puissent emporter avec eux ces habitudes cognitives pour les utiliser dans le monde extérieur. Donc, premier élément, c'est de choisir une routine, celle avec laquelle l'enseignant va se sentir tout de suite le plus à l'aise, même si c'est pas quelque chose sur lequel il rencontre des difficultés, l'essayer et puis la garder et n'en garder qu'une pendant un tout petit moment. Le deuxième conseil que j'ai, c'est de laisser les traces quelque part dans la classe et de bien dire aux élèves, voilà ce qu'on est en train de faire. Je ne vous pose plus la question, qu'est-ce que vous avez compris? Je vous pose la question des 3 C. Je vous la pose, voilà ce à quoi ça va nous servir, et c'est posé dans la classe. Donc il y a comme ça certaines classes dans lesquelles j'ai eu la chance de me rendre, sur lesquelles on a un mur des routines, donc je vais le dire autrement, un mur de posture de métacognition visible par les élèves, sur lesquels à un moment donné, quand les choses sont suffisamment stabilisées et connues par tout le monde, les élèves ont le choix. L'objectif, il n'est pas que ce soit l'enseignant in advertam aeternam qui, lui, fasse le choix des routines, mais que ce soit les élèves qui soient capables d'aller chercher ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc, le deuxième conseil, c'est la documentation, le format, le laisser quelque part dans la classe, en expliquant bien que ce sont des stratégies, en fait, pour les aider à rentrer dans les apprentissages. Quel témoignage vous pouvez nous donner à entendre de l'utilisation de ces routines dans une classe? Alors, quel témoignage? Il y en a plusieurs, on vous les a mis, vous verrez en fait dans l'ouvrage quelque chose qui est important et qui fait partie aussi de
de ce qu'on a voulu offrir, c'est des exemples de classe. Il y a beaucoup d'exemples de classe. Les routines sont présentes, mais il y a surtout des exemples où on voit des traces écrites des élèves. On en voit il y en a certains en maternelle jusqu'à la terminale, parce qu'on peut utiliser les mêmes routines différemment, bien sûr, avec des élèves de maternelle jusqu'au terminal. Et les retours que l'on a, surtout chez les enseignants de collège, qui ont fonctionné sans les routines et qui un jour les introduisent pour des séquences qui préexistaient, c'est notamment une enseignante de français qui nous a fait le retour en nous disant que, en fait, elle avait permis à ses élèves d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de certains textes. C'était pour du théâtre, là où elle n'avait rien changé à la séquence qu'elle utilisait habituellement. C'était un texte de Molière, je crois. Mais cet élément-là, on l'a toujours, qui arrive. Les élèves étaient allés beaucoup plus loin et des élèves, en fait, qu'elle avait l'impression, ou que les enseignants ont l'impression de devoir accompagner très fortement ou encadrer très fortement. Vous savez, ces élèves, il faut être plus proche d'eux, il faut peut-être donner plus de support, plus de matériel, répéter les consignes. En fait, les élèves se trouvaient plus autonomes, entrer dans la tâche plus facilement. Donc voilà les retours qu'on a, en fait. On a des élèves qui vont Plus, plus loin. Pardon. ouais, non, 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 mais plus outillés en fait. Et j'ai l'impression, en tout cas, je le rapproche de certains témoignages de, de, de travaux autour de la réduction des inégalités, et notamment pour nos élèves qui sont moins outillés au départ et en famille. Et je pressens dans votre présentation que ces outils qui permettent d'expliciter et de donner à voir ce qui se passe dans nos têtes quand on réfléchit, quand on synthétise, eh bien, euh, outillent nos élèves les moins dotés familialement. Vous avez tout à fait raison, Nathalie. En fait, il existe, derrière ces routines-là, il existe aujourd'hui de nombreux travaux de recherche. C'est-à-dire qu'il y a des cohortes qui sont suivies depuis maintenant, plusieurs années, et on a différentes cohortes. Donc il y a des résultats sur plusieurs dizaines d'années. Et les derniers éléments probants, qui datent de 7 ou 8 ans, je crois, sont sortis. Et alors, il y a plein de choses très positives sur le gain d'autonomie, sur l'engagement des élèves, bien sûr, mais c'est sur une différence réduite sur les résultats des élèves, c'est-à-dire moins d'écart entre les élèves les plus avancés et les élèves les moins avancés, un écart réduit et un gain de compétences beaucoup plus important pour les élèves qui sont les moins outillés. Donc, ce que vous dites, Nathalie, c'est tout à fait vrai, et votre intuition est bonne. Elle est même référencée et elle est prouvée. Très bien, ça me rassure, et je me dis que c'est dans un climat en France où on se demande comment on a pu autant creuser les inégalités dans notre système. Il est réjouissant de se dire on a des outils pour travailler sur cette réduction des inégalités. J'aimerais bien qu'on finisse en parlant de la communauté de pratiques qu'il y a autour de ces routines de pensée. Alors, un livre, c'est bien, c'est intéressant, il y a des exemples à l'intérieur, mais c'est souvent pas suffisant. C'est comme plein de choses, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va lire, on va essayer, et il va y avoir des questions qui vont arriver nécessairement dès le moment où on va commencer à mettre en place dans la classe. Donc en fait, on propose de manière totalement gratuite, un samedi par mois, on se réunit pour discuter en fait des questions qu'il y a, des mises en œuvre, et puis tout le monde partage un petit peu ce qu'il a fait. Donc la communauté, c'est un endroit où on va explorer de nouvelles routines, où on va prendre les questions qui arrivent sur des mises en place qui auraient pu poser problème, et on va voir comment est-ce qu'on peut adapter ces routines-là au contexte des enseignants, où qu'ils Hmm. soient.
Voilà, donc on se réunit. Une véritable communauté de pratique. Oui, une véritable communauté Mmh. de pratique, oui, oui, oui. Et la Et prochaine. là, pour le coup, on sait que les recherches le prouvent, c'est ça qui fait évoluer le système et qui permet un meilleur apprentissage pour les élèves. Voilà. Il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est au moment où on commence à se poser des questions qu'on comprend mieux ce qu'il y a à faire dans la classe. Et quelque chose aussi qui est, intéressant dans cette communauté, c'est que c'est une communauté qui regroupe des enseignants de toutes les disciplines, de tous les niveaux. Et quelque chose, qui a été très éclairant, c'est d'entendre les enseignants dire: «Ben, en fait, moi, j'ai compris en CE1, comment je pouvais mettre en place cette routine-là quand j'ai entendu un prof de maths de quatrième». Ça paraît fou, mais et inversement, et l'inverse, c'est vrai, en fait. Donc il y a quelque chose aussi de singulier dans cette communauté qui regroupe, en fait, toutes les disciplines, toutes les matières. Et c'est quelquefois en faisant un pas de côté avec d'autres, qui ne sont pas exactement où on est, qu'on arrive à mieux voir ce qu'on a à faire dans la classe. Un concept très cher à être prof, on s'appelle être prof et pour ça, parce qu'on estime qu'il y a des gestes professionnels et des choses transverses et qu'on a à apprendre des uns des autres dans nos niveaux, dans nos expertises différentes et qu'il faut sortir de ces précarés et pour être enseignant et au service des apprentissages de nos élèves. En tout cas, merci, Julie. Je rappelle que vous êtes la co-autrice de l'ouvrage qui est téléchargeable là dans les liens de l'émission. Le livre s'appelle 10 routines pour la classe, comment favoriser l'engagement, la compréhension et l'autonomie de tous les élèves. Merci de ce travail qui, à vous entendre, peut largement outiller les élèves, mais intuitivement, j'ai aussi l'idée que en tant que professionnel, ça doit nous aider aussi, non, ces routines? Alors, elles aident à 2 niveaux. Nathalie, évidemment, elles vont aider les professionnels, dans la conception, dans l'accompagnement, mais c'est quelque chose qui on s'est fait la réflexion avec, ma collègue et amie Catherine Boucher, avec qui j'ai écrit l'ouvrage, qui nous accompagne au-delà de la classe. C'est-à-dire que ces routines-là, eh bien, oui, je pense que c'est gagné. Elles font de nous, des êtres un peu différents à l'extérieur de nos salles de classe, et c'est des choses qui transcendent les murs de l'école. Et quand je vous entendais parler, de tout à l'heure dans les 4 familles, sur, la manière d'envisager les controverses, par exemple, de se décentrer un peu de son point de vue, je me dis que dans le monde dans lequel, on vit, c'est une routine de pensée, qu'on devrait donner au biberon, non? Oui, ça s'appelle, la routine des cercles de points de vue ou du tir à la corde. Il y en a plusieurs, mais ces 2-là, oui, en infusion, tous les soirs avant d'aller se coucher. Vous vous nous vous nous en proposez une avant de partir là sur cette controverse? Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un exercice qu'on ne fait pas assez. C'est un exercice, heu, qui nous fait travailler, vous le disiez, notre empathie, notre humilité, pouvoir dire: «Bah, en fait, je pensais avoir raison, mais c'est pas une question de raison. Moi, je pense que et les autres peuvent penser autrement». Vous nous partagez une de ces routines? Alors une routine, oui, très simple, c'est la routine, en fait, du tir à la corde. Elle est mentionnée dans le livre. Donc le tir à la corde, tout le monde sait ce que c'est. On se met d'un côté et de l'autre, de la corde, et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Donc vous symbolisez sur, alors, moi je préfère, enfin, plus simple de le mettre sur un tableau. Vous symbolisez une corde, et puis il y a un sujet de controverse, qui est étudié, et en sciences, en histoire et géographie, en philosophie, que sais-je, il est noté. Et on demande aux élèves, en fait, de poser un point de vue sur un post-it et d'aller le positionner à différents endroits de la corde. Voilà. Quand on est ici, on est pour, on est extrêmement contre, on est moyennement contre, on ne sait pas. On est plutôt neutre et on se positionne.
Donc, en fonction de ce qui est noté, les élèves posent. On a déjà une image globale de ce qui se passe dans la classe. Les discussions peuvent commencer par rapport à ce qui est noté. D'ailleurs, il n'y a pas de noms qui appartiennent au post-it et on peut les faire bouger. Et on a le droit de changer d'avis, on a le droit de bouger, on a le droit de se déplacer. Donc, c'est un outil de prise de pouls tout au long des éléments de controverse qui permet de partager l'ensemble des points de vue de la classe et de les faire bouger en prenant des photos avant, au début, après, une fois qu'on a étudié tout ça. Donc, c'est un, mais il en existe d'autres. Merci pour ce bien bel outil. Est-ce que vous avez une phrase pour la fin, un mantra que vous auriez sur ces routines de pensée? Un mantra sur les routines de pensée, je sais pas si c'est un mantra, mais non, j'ai pas de mantra, Nathalie. J'ai juste, peut-être, un petit mot pour dire si jamais, certains étaient encore un peu dans le doute et se posaient des questions, juste la routine, arrêter quelque temps de poser la question: «Qu'est-ce que tu as compris?» et de la remplacer, par, les 3 C: connexion, clarification, challenge. Celle-ci, elle permet tout de suite de voir qu'on a une grande différence qui se passe derrière quelque chose qu'on avait tout à fait l'habitude de faire. Donc voilà, ce serait essayer et rentrer par celle-ci. Voilà le conseil, Nathalie, que je donnerais. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup à vous, à être prof.